1934. L'Italie fasciste de Mussolini bombarde l'Éthiopie. À Rome, ce 20 septembre, dans le service réservé aux filles mères de la clinique Regina Margherita, naît la première fille de Romilda Villani. Elle sera inscrite sur les registres d'état civil sous le nom de Sofia Ciccolone. 26 ans plus tard, l'Oscar de la meilleure interprétation lui sera remis à Hollywood. Elle sera alors beaucoup plus connue sous le nom de Sophia Loren. Il était une fois les stars. Sophia Loren. La mère de Sophia, Romilda, a toujours habité Pozzuoli. Le Solfatera, un volcan à l'activité sporadique, domine cette petite ville de bord de mer à 25 km de Naples. Par la fenêtre de la cuisine, Romilda contemple les vestiges romains d'un amphithéâtre qui se découpe sur le bleu de la mer. Elle est très belle, Romilda, mais elle est surtout très obstinée. Elle n'entend même pas les cris des enfants dans la rue. Non, décidément, elle ne restera pas ici. Ici, tout le monde est pauvre. Il n'y a même pas une belle maison pour susciter l'envie. Demain, elle retournera à Naples donner des cours de piano. Professeur de piano au conservatoire de Naples, et à 16 ans, c'est extraordinaire. Eh bien non, les pensées de Romilda se sont envolées plus loin que Naples, bien plus loin que Rome, au-delà des mers, à Hollywood. Hollywood, où règne la star des stars, Greta Garbo. Le destin fait que la mère de Sophia ressemble à s'y méprendre à cette grande dame. Le hasard a voulu que la Metro-Goldwyn-Mayer organise un concours dans toute l'Italie. On récompensera de façon fabuleuse celle qui aura la plus grande ressemblance avec Greta Garbo. Voyage en première classe, tout frais payé, invitation à Hollywood et tournage d'un bout d'essai dans les studios de la MGM. Romilda a 17 ans. Son rêve peut devenir réalité. Elle prend le car pour Naples, elle va gagner, elle le sait. Depuis le temps qu'on l'arrête dans les rues de Naples pour lui demander des autographes. Et elle gagne, effectivement, devant 350 candidates. Elle revient folle de joie à Pozzuoli, mais le rêve s'effondre. Sa mère refuse de la laisser partir en Amérique, elle a peur de la mafia. On dit en Italie que c'est la main noire qui aurait causé la mort du grand Rudolph Valentino. Elle se montrera inflexible. Alors, Romilda se sauve. Elle débarque à Rome. Dans les faubourgs de la capitale, Mussolini a créé Cinecittà, un vaste complexe cinématographique avec lequel il compte égaler Hollywood. Sur un banc, près des grands studios, Romilda Villani rencontre Riccardo Ciccolone. Il la trouve très belle. Il le lui dit et se fait passer pour producteur. Producteur. Romilda est folle de joie. Elle va enfin faire du cinéma. Elle ne quitte plus Riccardo. C'est lui qui l'abandonnera 2 mois plus tard, quand il apprendra qu'elle est enceinte. Il reviendra juste à la clinique pour donner son nom à cette petite fille qui deviendra Sophia Loren. Cette petite chose chétive et pâle a bien du mal à survivre. Sa mère ne trouve pas de travail et, c'est couverte de honte,
que la fille mère regagne l'appartement de Pozzuoli. La petite Sofia est toujours aussi maigre. Il n'y a plus rien à manger à la maison. À l'école, elle subit les colibés de ses camarades. Elle est la bâtarde. On l'appelle Sofia Stuzzicadente, Sofia le cure-dent. Si on se sent bien dans sa peau, qu'on se sent légal, qu'on se sent qu'on a un père et une mère et qui vraiment on peut être comme les autres, même si tu as une cure-dent, ça te fait rien. Mais si tu as un cure-dent et tu n'as pas un père et ta mère n'est pas mariée avec le père que tu as, alors ça fait une tragédie pour un enfant parce que les enfants à cet âge-là, ils peuvent être très méchants. La mère de Sofia ne désarme pas. Elle utilise tous les stratagèmes pour séduire Riccardo. Elle veut le convaincre de l'épouser. Ils se revoient à Rome et Romilda revient à Pozzuoli, enceinte pour la 2e fois. Mais Riccardo ne l'épousera pas pour autant. Sofia a 4 ans quand naît sa petite sœur, Maria. Le père est resté à Rome. Cette fois, il n'a même pas reconnu l'enfant. Romilda s'acharne toujours. Un télégramme arrive chez Riccardo Ciccolone. Sofia, gravement malade, vient d'urgence à Pozzuoli. C'est faux. Mais Sofia va voir son père pour la première fois. Elle a 5 ans. Il lui apporte une petite voiture à pédales bleu ciel avec des roues écarlates. Elle ne le reverra que 5 à 6 fois avant sa mort. Je crois que c'est un homme qui a conditionné complètement ma vie. Et moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que j'avais des complexes. Et les complexes m'ont venu de mon père. J'ai toujours lutté dans ma vie pour une légalité et pour un mariage légal que ma mère n'avait jamais eu. Et j'ai lutté pour avoir des enfants à moi, pour avoir une famille légale que j'avais jamais eue dans mon enfance. Et je crois que c'était vraiment important pour moi de comprendre tout ça, parce que vraiment mon père m'a conditionné complètement. En juin 1940, la guerre éclate. Sofia a 6 ans. Ce que je ressens et ce que je me souviens très bien, c'était les bombardements, c'était la faim, c'était la misère et tout ça. Moi, je me souviens toujours, quand il y avait les bombardements, vous savez que quand les avions arrivaient, ils jetaient toujours les lumières avant pour éclairer où il fallait bombarder. Et pour moi, c'était toujours comme un carnaval, comme une fête. Et je n'étais pas consciente de la mort, finalement, encore. J'avais faim. On n'avait pas d'argent pour acheter les choses, on souffrait le froid. Ma mère n'avait pas d'argent pour acheter mes chaussures, on ne pouvait pas aller à l'école parce que les écoles à ce temps-là étaient fermées, même le jardin d'enfants et tout ça. Et c'était vivre mal comme on vit pendant une guerre épouvantable. Et la vie a commencé à reprendre. Quand les Américains sont arrivés en Italie et à Naples, on a commencé à avoir un peu de nourriture, comme du chocolat, des candies. Et les écoles ont commencé à s'ouvrir et la vie recommençait finalement, normalement. La mère de Sofia, pour gagner un peu d'argent, joue du piano dans les cafés du port.
L'unique cinéma de Pozzuoli rouvre ses portes. On y projette pour la première fois des films en provenance d'Hollywood. Sofia est fascinée. Elle verra 12 fois Arène sanglante pour contempler son dieu, Tyrone Power. Le corps de Sofia se transforme. Le chat écorché prend des formes. Pour la première fois, elle entend dans la rue le son mélodieux des sifflements masculins. Elle adopte la coiffure de Rita Hayworth après l'avoir vue dans Gilda, puis le style de Veronica Lake. Mais Romilda, la bouillante mère de Sofia, n'a pas pu réaliser son rêve. Elle n'a connu que misère, déboire et échec. Et elle sent que sa fille, Sofia, commence à rêver elle aussi à l'impossible conte de fées. Alors sa farouche combativité va se remettre en marche pour sa fille. Ce rêve se réalisera à travers elle. Je crois que la vraie Sophia Loren, finalement, c'est ma mère. Parce que c'est elle qui vraiment réjouit de tout ce que j'ai dans ma vie. Romilda s'occupe de tout. Un beau jeune homme se présente à elle pour demander Sofia en mariage. Elle le prie de rentrer chez lui et de prendre une douche froide. Le journal Il Mattino lance un concours. Élection de la reine de la mer et de ses 12 princesses. Il faut avoir 15 ans, Sofia n'en a que 14. Qu'importe. Maintenant, tu as bien les rondeurs de 16 ans, soutient sa mère. Il faut se présenter en robe du soir. Sofia n'en a pas. On décroche un des rideaux du salon et on lui taille une robe longue dedans. 2 couches de peinture blanche sur ses souliers noirs et usés, et le tour est joué. Finalement, la belle Sofia n'est pas sacrée reine. Elle sera cependant une des 12 princesses de la mer, et sa photo paraît dans le journal. On lui remet son prix. Un billet de train pour Rome, quelques rouleaux de papier peint, et 23 000 livres. La mère de Sofia est au comble de l'excitation. C'est un peu comme si elle prenait sa revanche à travers sa fille sur l'épisode Greta Garbo. On inscrit tout de suite Sofia à l'école d'art dramatique de Naples. Un jour, le professeur leur apprend une nouvelle qui va bouleverser la vie de Sofia. On s'apprête à tourner à Cinecittà une super production américaine, Quo Vadis. La production recrute des centaines de figurants. Dès que sa mère l'apprend, sa décision est prise. On arrête les cours, on ressort le billet de sa cachette et elles s'embarquent toutes les deux dans le premier train pour Rome. Romilda Villani est fatiguée par le long voyage en train dans un compartiment bondé. Depuis un quart d'heure, elle s'escrime avec ce maudit téléphone. Elle ne sait même pas comment le faire fonctionner. Alors, folle de rage, elle se tourne vers un des consommateurs du buffet de la gare de Rome et lui demande de bien vouloir composer son numéro. Romilda se tourne vers sa fille, qui est assise sur une vieille valise en carton. C'est tout ce qu'elles ont emporté en quittant hier soir le petit appartement au-dessus de la vinaigrerie de Pozzuoli. Sa fille a 16 ans, les jambes longues et les formes pleines. Elle est vêtue d'un chemisier noir et d'une jupe noire. Romilda a toujours pensé qu'avec du noir, on fait toujours habiller. Et il vaut mieux faire bonne impression quand on vient à Rome faire du cinéma, surtout quand on ne vous connaît pas. Sa fille s'appelle Sofia Ciccolone. Qui pourrait croire en cet instant qu'elle s'appellera un jour Sophia Loren? Tout d'abord, la mère de Sofia essaie de joindre Riccardo, le père. Mais il refuse de les aider dans cette folie, faire du cinéma. Les 2 femmes se retrouvent perdues dans Rome. Il reste une cousine de Romilda dans la capitale. L'accueil est loin d'être chaleureux, mais enfin il leur est permis de dormir sur les divans du salon, gratuitement pendant une semaine. Le lendemain, très tôt, il fallait faire la queue parmi des milliers de gens
attirés par le recrutement de figurants au studio de Cinecittà. Le metteur en scène, Mervyn LeRoy, les voyait tous un par un et en sélectionnait certains pour un entretien supplémentaire. Il y avait là Mervyn LeRoy, qui était le metteur en scène du film, qui m'a prise tout de suite et il m'a commencé à demander si je parlais anglais. Et moi, je disais toujours oui, mais il s'est rendu compte, après 10 minutes, je ne parlais pas un mot. Malheureusement pour moi, parce que j'aurais pu avoir un petit rôle dans le film. L'assistant hurle le nom des élus. De la marée grouillante des trains de misère, les futurs figurants jouent des coudes pour se ranger sur le plateau à l'appel de leur nom. Villani! La mère de Sofia sort du groupe. Ciccolone! Sofia s'avance. Mais une autre femme s'approche aussi. Et cette femme vocifère et l'injurie en prétendant qu'on usurpe son nom. Sofia comprend. C'est sa belle-mère. Car Riccardo, s'il n'a pas voulu épouser sa mère, s'est marié avec une autre à qui il a fait aussi 2 enfants. Et il faut bien les nourrir. Elle aussi cherche du travail. L'assistant consulte ses notes et précise « Ciccolone et Sofia ». La mère et la fille sont définitivement engagées. Et voilà la princesse de la mer et le sosie de Greta Garbo sur un plateau de cinéma. À côté d'eux, Peter Ustinov et Robert Taylor. Sofia sera une des esclaves de Deborah Kerr. À elle deux, elle gagne 50 000 lire, de quoi survivre et dédommager les cousins pour l'occupation du divan. Romilda est obligée de retourner à Pozzuoli. La petite Maria est atteinte de fièvre typhoïde. Sofia, restée seule à Rome, court d'un bureau de production à l'autre, mais ne décroche pas le moins d'engagement. Puis elle réussit à faire quelques fumetti, des romans photos très appréciés en Italie. Tous les journaux les publient. J'étais très connue là, avec le nom de Sofia Lazzaro. Et alors, j'ai pu gagner cet argent vraiment pour vivre. Et j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde du cinéma qui était très intéressé à moi. J'ai fait beaucoup de bouts d'essai pour faire des films que je n'ai jamais faits. À Rome, les palaces, les restaurants, les nightclubs n'ont pas d'étoiles, de fourchettes ou de chandelles. L'intérêt de l'établissement se mesure au nombre de ceux qu'on appelle aujourd'hui les paparazzi, du nom de Giuseppe Paparazzo, un acteur qui jouait le rôle d'un photographe dans la Dolce Vita et dont Fellini criait le nom sans arrêt. Ce soir-là, le circuit touristique de Sofia l'amène dans une boîte de nuit, le Colle Oppio, l'une des plus célèbres ruches à paparazzi de la ville. Elle est avec des amis et un meneur de jeu annonce au micro à toute la salle qu'un concours de beauté va avoir lieu. Autour d'elle, on la pousse à participer comme ça pour s'amuser. Sofia refuse. Mais l'envoyé de l'un des membres du jury s'approche de sa table. Il insiste pour qu'elle se présente. Elle finit par accepter de concourir et se classe 2e, comme à Naples. Mais sans avoir envie de faire mieux la prochaine fois. Or, dans le regard du monsieur du jury qui tenait à ce qu'elle se présente, on devine que pour lui, elle est arrivée première. Il s'approche d'elle et se présente. Signor Ponti, Carlo Ponti, producteur de cinéma. L'homme qui a découvert Gina Lollobrigida et Silvia Coccina s'intéresse à elle. Il lui donne rendez-vous à son bureau pour le lendemain. Mamma mia! Je pense qu'elle a, sur les hommes, une grande emprise, mais charnelle alors. Julien Berthaud, qui a été le partenaire de Sofia dans plusieurs films. Les hommes la regardent avec un intérêt chaleureux. Et les femmes qui la trouvent belle et qui la jalousent sont attachées à ce personnage qui a par instant ce côté renard, renard lâché dans la jungle, enfin. Elle a ça dans l'œil de temps en temps. Elle a cette espèce de côté je me jette vers l'événement, enfin.
Après une nuit d'angoisse, Sofia se rend au bureau de Carlo Ponti. Aussitôt, il la conduit sur un plateau et la laisse aux mains des techniciens pour le tournage d'un bout d'essai. C'est un désastre. Les opérateurs trouvent qu'elle n'est absolument pas photogénique. Mais moi, je me sens pas très belle. Moi, j'ai le nez trop long, la bouche trop grande. Peut-être cet ensemble d'irrégularités dans mon visage, ça plaît aux gens, je ne sais pas, mais je ne suis pas belle dans le sens classique du mot. Mais les yeux de Carlo Ponti continuent à voir un être exceptionnel. Et malgré l'avis de son entourage, il décide de proposer un contrat à cette napolitaine mal dégrossie. Avec le temps et du travail, tout s'arrangera. Quand je pense à Sophia Loren, qui est le maximum de la féminité, de la beauté féminine, Louise Vincent, scénariste et amie de Sophia Loren. je pense à elle au masculin. Je pense à elle avec des appellations de métiers qui n'ont pas de féminin. Je pense à elle en tant qu'architecte, qui a véritablement construit sa vie, pierre par pierre. Elle en a fait le dessin d'une manière pas tellement systématique. Elle a sûrement fait des erreurs et elle a gommé et elle a recommencé. Mais elle a vraiment construit son existence. Elle a eu un rêve de ce qu'elle voudrait que sa vie devienne. Et sa vie est devenue ce qu'elle voulait. Sofia court des journées entières pour des films vite tournés et encore plus vite oubliés. Sa mère, revenue de Pozzuoli, est inlassablement derrière elle à chanter ses louanges. Elle lui insuffle son ambition inébranlable. Dans leur petite chambre meublée de Rome, une fillette de 11 ans vit prostrée toute la journée dans l'obscurité. C'est la sœur de Sofia, Maria, enfin guérie, qui refuse d'aller à l'école. Elle ne supporte pas l'infamie d'être obligée de révéler qu'elle ne porte pas le nom de son père, Riccardo Ciccolone. Et ce nom qui manque tant à Maria, Sofia, l'ex-héroïne de romans photo, va le perdre une seconde fois. Une étrange alchimie va transformer la pauvre petite napolitaine en star internationale. « 1952. Le producteur Goffredo Lombardo prépare le tournage d'un petit film sous les mers d'Afrique. La mère de Sofia l'apprend et fera tout pour que sa fille ait le rôle. Il faut être une excellente nageuse pour les besoins de ce film. Sofia ne sait pas nager. Qu'importe, réplique Romilda. Tu feras comme pour Quo Vadis. Tu dis toujours oui et on verra après. Sofia répond donc oui et ajoute « Je nage comme une vraie championne ». Elle est engagée, mais auparavant, le producteur trouve ridicule ce nom de Lazzaro, aussi bien que celui de Ciccolone. L'affiche du film qu'ils viennent tourner avec une actrice suédoise, du nom de Marta Torren, est sous ses yeux. Il essaie une à une les lettres de l'alphabet. Boren, Koren, Doren, et s'arrête à Lorraine. Pour lui, c'est génial. Ainsi, Sofia Ciccolone, alias Sofia Lazzaro, devient Sofia Loren et va se jeter à l'eau sous l'œil des caméras du haut d'un bateau dans la mer Tyrrhénienne. Elle ne sait pas nager. On lui apprendra pendant le tournage. 1953. Sofia Loren vient de pousser la porte de la 4e maison de production depuis ce matin. Et comme chez les 3 autres producteurs, elle attend dans le couloir en rangeant soigneusement les documents qu'elle a apportés. La couverture du journal Sogno, du temps où elle s'appelait Sofia Lazzaro, des photos en maillot de bain, souvenir du premier film où elle est appelée Sofia Loren.
Il était une fois les stars. Sophia Loren. Le producteur est furieux. Le tournage d'Aïda, version à grand spectacle de l'opéra de Verdi, commence dans 2 jours. Et Gina Lollobrigida, qui doit tenir le premier rôle, vient de l'appeler. Elle refuse cet emploi de faire valoir, indigne d'une grande star. En effet, les grands airs seront chantés par la grande cantatrice Renata Tibaldi. On demande juste à l'actrice d'articuler les mots. Il faut une remplaçante tout de suite. Sophia est engagée. Le tournage s'effectue dans des conditions très dures. Mais la petite fille de Pozzuoli ne manque ni de courage, ni d'acharnement. Nous avons tourné à côté de Pise. Julien Berthaud raconte le tournage de Madame sans gêne. Et là, j'ai un souvenir très très précis. Il fallait finir, vous savez, comme c'est au cinéma, de temps en temps, il faut boucler, quoi. Nous avons travaillé en pleine canicule, au mois d'août. Pendant des heures et des heures, on tournait de 9h à 6h en principe. Et l'avant-dernier jour, on a tourné de 9h à minuit, et le dernier jour, de 9h du matin à 4h du matin. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas rouspété, elle n'a rien dit. Elle se refaisait son poudrage avant les plans, et avec la même bonne humeur, avec la même efficacité de comédienne, elle a tenu le coup, et là, moi, j'ai jugé que c'était une très grande professionnelle. Sophia Loren obtient de bonnes critiques et une publicité qu'elle n'a jamais connue dès la sortie du film. Aïda sera même distribuée en Angleterre et en Amérique. Elle perçoit un gros cachet, 1 million de livres. Elle va aussitôt s'en servir pour sa famille qu'elle a prise en charge. C'était le premier argent que j'ai gagné dans le premier film que j'ai fait, Aïda. Et alors ce problème s'est présenté à nos yeux et je voulais voir ma sœur heureuse. Et alors j'ai succombé à cette petit chantage parce que si mon père vraiment ne croyait pas que ma sœur était sa fille, il n'aurait jamais accepté de l'argent quand même. Mais peut-être il avait besoin d'argent. Il a donné son nom à ma sœur. Maria sort de la pénombre de sa chambre. Elle peut enfin aller à l'école sans ressentir la honte. Après la sortie d'Aïda, Carlo Ponti propose à Sophia de la prendre sous contrat. Mais pendant cette période, il calme l'ardeur de Sophia. « Attends 5 minutes, juste 5 minutes », lui répétait-il. En fait, il est plus fasciné par la femme que par l'actrice. Sophia tourne navet sur navet, mais elle s'acharne. D'abord parce qu'elle apprend son métier, mais aussi et surtout parce qu'elle est le chef de famille qui doit assumer sa charge. Mais moi, j'ai toujours protégé ma mère. Depuis que j'avais l'âge de 14 ans, j'étais le mari de ma mère et j'étais le père de ma sœur. Toujours, et je suis encore. On m'appelle le Commendatore Loren. À Rome, la Via Veneto, immortalisée plus tard par Federico Fellini dans la Dolce Vita, sert de point de rencontre au milieu du cinéma et à tout ce qui gravite autour, du vrai débutant et du faux producteur jusqu'aux authentiques princesses et véritables stars hollywoodiennes. Via Veneto, on chasse en permanence le jeune talent où l'on guette inlassablement la chance de sa vie. La chance de sa vie, Sophia Loren va la rencontrer lors d'un dîner Via Veneto. Sur une page de son carnet, Vittorio De Sica vient de noter le numéro de téléphone de Sophia. Le nom de De Sica brille au firmament des réalisateurs.
il a déjà réalisé Le voleur de bicyclette, ce chef-d'œuvre du cinéma néo-réaliste qui sera sacré quelques années après l'un des meilleurs films du monde. La fusion de ces deux Napolitains sera explosive. Contre l'avis des producteurs, Carlo Ponti et Dino De Laurentiis, De Sica l'imposent pour le rôle d'une Napolitaine exubérante. L'impétuosité débordante de Sofia dans L'or de Naples, c'est l'instinct de De Sica qui l'avait pressenti. Elle m'a raconté une petite anecdote qui est amusante. Henri Garcin qui a tourné un film avec Sophia Loren. Elle m'a dit, je dois tout à Vittorio De Sica. Absolument tout. Au départ. Après, je pense qu'elle peut maintenant voler de ses propres ailes. Mais au départ, elle me l'a dit. Alors, Vittorio De Sica lui indiquait exactement tous les jeux de scène qu'elle devait faire. Absolument tout. Et il lui demandait gentiment de l'imiter. Imiter exactement ce qu'il faisait, parce qu'il avait un talent fou pour montrer aux acteurs et aux actrices, aux femmes, leurs gestes, une mèche folle à remettre en place. Enfin, tout ça, il faisait admirablement. Alors, il lui demandait. Et à un moment donné, un peu agacé, elle dit, mais enfin, si je t'imite complètement, où je suis, moi, où est Sophia Loren? Alors, il dit, t'occupe pas de ça, c'est toi qui es à l'écran, c'est pas moi. Et elle a accepté exactement tout, c'était très intelligent de sa part. Elle a complètement accepté d'imiter Vittorio De Sica pour devenir la grande Sophia Loren, mais elle lui doit tout. La scène la plus inoubliable de L'or de Naples a été imaginée par De Sica. Une longue promenade dans les rues de Naples sous une pluie battante. La robe trempée de Sofia lui colle au corps. Les regards des hommes qui la croisent brillent de convoitise et d'admiration. Cette scène vaut à Sofia une bronchopneumonie qui la cloue au lit pendant 1 mois. Qu'importe, le succès est là et Carlo Ponti est à son chevet. Il ne parle plus d'attendre 5 minutes. Désormais, la femme qu'il aime est aussi une actrice, un talent affirmé et qui sait jouer merveilleusement avec son corps. Carlo Ponti ne la quitte pratiquement plus. Il produit un film spécialement pour elle, La fille du fleuve. Entre 2 prises, il est venu la rejoindre. Avec beaucoup de délicatesse, il laisse dans sa loge un écrin. À l'intérieur, une bague sertie de diamants. Les brillants font naître un arc-en-ciel sur les larmes de joie qui inondent le visage de Sofia. Carlo est docteur en droit, Mamina. C'est le dernier argument qu'a trouvé Sofia pour amadouer sa mère. C'est un docteur en médecine qu'il te faudrait, ma fille. Tu es folle. Carlo Ponti est marié, il a 2 enfants. Un Italien ne divorce pas. Il a 20 ans de plus que toi, tu es encore une gamine, tu passeras ta vie à attendre et tu sécheras sur pied. Non, Sophia Loren ne renonce pas. Elle aime Carlo Ponti. Et cette bague qui orne la finesse de sa main, c'est le gage de son bonheur à venir. Carlo engage Sarah Spain, une douce Irlandaise, pour apprendre l'anglais à Sofia. Toute la journée, elle suivra Sofia comme un petit chien. Non seulement Sofia apprend que son tailleur est riche, mais elle est capable de donner ses mensurations, 95, 60, 95, en anglais devant les journalistes qui commencent à lui inventer des rivalités avec Gina Lollobrigida. Elle a fait du cinéma au moment où, comme Brigitte Bardot, comme ça, où les gens sont montés sur des épingles, comme ça. Et Dominique Sanda. c'est difficile d'assumer ça. Je dis ça parce que, en effet, Sofia, telle que je la vois maintenant, dépouillée, je la trouve dépouillée, je la trouve très très belle. Toute sa force, la force de son visage, comme ça, et sort. Oui, je la trouve vraiment, vraiment belle.
Carlo Ponti lui annonce un beau matin qu'il vient de traiter avec le producteur et réalisateur américain Stanley Kramer. Elle aura l'un des rôles principaux de son prochain film, avec pour partenaires masculins Cary Grant et Frank Sinatra. Tournage dans quelques jours en Espagne. Sophia Loren manque de s'évanouir de bonheur. Stanley Kramer est bousculé, mais il prend par le bras Cary Grant et Frank Sinatra. Le cocktail qui les réunit est donné en l'honneur du premier tour de manivelle du film Orgueil et Passion. Le réalisateur pousse Cary Grant vers cette ravissante italienne qui sera sa partenaire. Il est encore plus beau et semble encore plus gentil qu'à l'écran. Enchanté de faire votre connaissance, Miss Loren, à moins que ce soit Lorenzida. Ah, ces actrices italiennes. Je ne peux jamais me rappeler correctement leur nom. Sophia Loren est sous le charme, elle éclate de rire. L'Espagne fut le décor naturel du film de Stanley Kramer. Pendant les 6 mois que dure le tournage, Cary Grant et Sophia Loren deviennent d'inséparables amis. Chaque soir, ils se retrouvent dans les petits restaurants environnants. Les envolées pathétiques du flamenco, les guitares, le petit vin espagnol poussent petit à petit l'acteur américain aux confidences. Après avoir échangé dans les rires l'histoire de leur début de carrière, Cary et Sophia en arrivent inéluctablement à leur jardin secret, l'amour. Cary Grant a déjà été marié 3 fois. La blessure de ne pas avoir eu de relation durable avec une femme est mal cicatrisée. Le cœur de Sophia Loren déborde de tendresse pour le séducteur d'Hollywood. Bien sûr, elle aime Carlo Ponti, mais leur situation ne s'arrange guère. Rien ne laisse présager qu'il est prêt à abandonner femme et enfant pour elle. Cary Grant est amoureux de Sophia. Il est totalement libre, prêt à tout pour la belle napolitaine. 2 jours avant la fin du tournage, Cary et Sophia se retrouvent seuls dans un petit restaurant d'Avila. Le regard intense de l'Américain se perd dans les yeux noisettes de l'Italienne. Leurs mains se joignent, le chant des guitares s'est éteint dans la vallée. Dans un souffle, Cary Grant murmure « Veux-tu m'épouser ?» Sophia Loren reste sans voix. Elle n'arrive pas à se décider. Le bouillonnement amoureux de ces deux êtres se termine 48 heures plus tard. Cary Grant s'envole pour Hollywood. Sophia Loren est attendue en Grèce pour un nouveau film. « 1957. Carlo Ponti signe un contrat avec la Columbia. 4 films dont la vedette sera Sophia Loren. Dans le hall du Beverly Hills Hotel, rempli de fleurs, le décolleté profond de Jane Mansfield vient d'apparaître. Au moment où elle s'assied à côté de Sophia, un sein imposant jaillit de sa robe sous les flashs des photographes. Bienvenue à Hollywood. Sophia Loren est devenue une grande star. Et nous arrivons là, alors, la première fois que ces 2 femmes sont rencontrées. Raymond Vignal raconte l'entrevue d'Elizabeth Taylor et de Sophia Loren. Et alors, Sophie était très heureuse de rencontrer une fois Elizabeth. Alors, elle s'embrasse, elle dit bonjour. Là, hein. Et vraiment, Sophie était habillée tout à fait élégant, chic, comme la vraie lady de la maison. Vous avez habillé en bleu foncé, les souliers bleus foncés, le petit sac à main, tout ça, tout à fait parfait. Hein. Et alors, elle dit, Sophie à Elizabeth, tu peux faire les honneurs de la maison. Alors, elle présente, elle dit, tu connais déjà Richard parce qu'il est venu ici hier, blablabla. Et alors, elle a présenté, on avait une fille avec nous qui était secrétaire de Richard. Il y avait Gianni avec moi, mon associé d'ici, qui était donc son coiffeur. Il dit, voilà, ça c'est Gianni, c'est mon coiffeur, c'est l'ami de Raymond. Et puis, il dit, et voilà, et celui-ci, en parlant de moi, celui-ci, premièrement, c'est mon confident, c'est mon ami, c'est mon secrétaire, c'est mon dentiste, c'est mon infirmier. Il fait tout, il est tout pour moi. Avec tous les titres que je lui ai donnés, tu sais qui est son actrice préférée? Alors, Sophie, vous avez, je sais pas. Elle me dit, c'est toi. Alors, Sophie me dit, en moi en italien, non ci credo.
Ben, je dis oui, c'est comme ça. Je dis toujours, depuis que vous avez commencé, il y avait vous et Lolo Brigida, mais comme je n'aimais pas Lolo Brigida, je savais que vous arriviez, et vous êtes arrivé. Hein. Elisabeth disait toujours, on ne devient pas une star, on est star. Et moi qui ne m'y entendais pas ce temps-là de cinéma, mais quand j'ai vu Sophia, je savais qu'elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Sophia vit un vrai conte de fées. Elle côtoie Gary Cooper, Gene Kelly, Fred Astaire, James Stewart, Merle Oberon, Anthony Quinn. Entre deux tournages, elle retrouve son ami Frank Sinatra. Ils parlent longuement musique. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi un seul regard. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Par ton silence, tu parais le plus fort. Mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Donne-moi ma chance, allons fais un effort. Donne-moi ma chance, allons fais un effort. Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup d'amis dans la musique. Raymond Vignal. Chaque fois que quelqu'un vient chez moi à la maison, je leur fais entendre ce disque. Je dis, si vous pouvez deviner qui c'est qui chante, je vous donne n'importe quoi. Personne ne peut deviner. Et quand on dit c'est Sophia Loren, incroyable. Cary Grant ne chante pas. Il envoie des fleurs tous les jours à Sophia. Il lui téléphone tous les soirs. Carlo Ponti ne dit rien, mais il souffre le martyre. Il sent bien que Sophia va lui échapper s'il ne prend pas une décision rapidement. La femme de Carlo Ponti s'appelle Giuliana Fiastri. C'est la fille d'un général. La vie commune avec le père de ses enfants est devenue inexistante. Mais depuis 30 ans, un accord entre l'Église et l'État italien interdit formellement le divorce. Carlo essaie d'obtenir l'annulation de son mariage, mais ses deux enfants prouvent que l'union ne peut pas être considérée comme nulle. Sophia n'en peut plus. Elle s'éloigne de Carlo Ponti et repousse les avances de Cary Grant. La porte-fenêtre du bungalow numéro 5, Bel Air Hotel, est grande ouverte. Il fait très chaud le matin du 18 septembre 1957 sur la côte pacifique des États-Unis. Sophia Loren parcourt le journal en prenant son petit déjeuner. Tout le monde à Hollywood lit la chronique mondaine de Louella Parson. Il y est dit que la veille, le tribunal de Juarez, Mexique, a prononcé le divorce de Carlo et de sa femme. Les avocats engagés par le producteur ont obtenu ensuite par procuration l'acte de mariage de M. Carlo Ponti et de Mlle Sofia Ciccolone. Pleurant de joie, elle se jette dans les bras de son mari. Le soir même, après un dîner aux chandelles dans le bungalow, Mme Sofia Ponti découvrira les graineries dont sa secrétaire a parsemé le lit. Aussitôt après le mariage à la mexicaine de Sophia Loren et de Carlo Ponti, l'actrice termine le film qu'elle tournait avec Cary Grant. La dernière scène fait naître une tension insupportable sur le plateau. Pour les besoins du film, Sophia épouse Cary. Il ne reste plus qu'à tourner cette scène pathétique où Madame Ponti, en mariée d'opérette, échange les phrases rituelles de son union avec Cary Grant, l'homme qui l'avait demandé en mariage en Espagne.
Mais le mariage légal de Sofia devient aussi illusoire que celui du cinéma. L'Osservatore della Domenica, l'organe officiel du Vatican, fait paraître une série d'articles incendiaires condamnant le divorce de Carlo Ponti et l'accusant par conséquent de bigamie. L'Action catholique italienne demande le boycott des films de Sophia Loren. Elle est menacée d'excommunication. Dans toute l'Italie, c'est une levée de boucliers et une avalanche de dénonciations. Je ne désire pas donner des interviews. Tout au plus, je peux vous lire une copie de ma lettre adressée au tribunal et aux journaux. Il sottoscritto Mario Delle Piane, a nome dei numerosi cittadini che credono nella giustizia e nell'applicazione della legge, denuncia la signorina Sofia Scicolone in arte Sophia Loren. Le sous-signé Mario Delle Piane, au nom de nombreux citoyens qui croient dans la justice et aux applications des lois, dénonce mademoiselle Sofia Scicolone, mieux connue sous le nom de Sophia Loren, qui, selon l'article 556 du Code pénal, est coupable de s'être unie en mariage avec M. Carlo Ponti, qui était connu comme un homme marié et ayant des fils. Signé Mario Delle Piane. En ce qui concerne le cas de Sophia Loren, soit l'actrice que Carlo Ponti ont tous les papiers en règle pour être jugés et condamnés pour bigamie. Si la procédure ne s'est pas évoluée, la raison est que l'avocat défenseur de Sophia Loren a soulevé de nombreuses et subtiles questions juridiques qui ont requis de nouvelles et nombreuses informations qui doivent être faites par voie diplomatique à Mexico City. Puisque l'enquête est secrète, une grande partie de l'opinion publique retient que la Loren soit traitée avec un certain favoritisme, mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas exclu qu'il puisse se produire d'un moment à l'autre un coup de scène. Je vous remercie, Fabrizio Menghini. Ici John Pasetti qui vous a parlé de Rome, Europe numéro 1. La bataille juridique fait rage et les frontières de l'Italie deviennent dangereuses. Le Milanais Carlo Ponti et la Napolitaine Sophia Loren sont proscrits dans leur pays. Ce qui déplaît profondément aux Italiens, c'est que le talent qui sort du pays soit reconnu ailleurs. Louise Vincent. Et je me demande, car elle a une presse ridiculement méchante en Italie. Les petits journaux de 3 sous sans le moindre intérêt. Mais ils s'acharnent contre elle d'une manière tellement ridicule. Et je me demande si c'est parce qu'elle n'a pas voulu jouer le jeu de la facilité. Elle a joué la carte internationale qui est la plus difficile, parce que là, si elle se met en compétition avec tout le monde, avec les plus grands. Et elle a voulu jouer cette carte-là, c'est évident. Elle a commencé en Italie. Mais si elle a terminé Sophia Loren vedette internationale, c'est parce qu'elle l'a cherché et elle l'a obtenu. Et ça, les Italiens, ça leur plaît pas. Sophia Loren aime Carlo Ponti. Elle veut l'épouser. Mais Carlo a déjà été marié. Et la loi italienne est formelle, le divorce n'existe pas. Alors Sophia et Carlo sont allés se marier au Mexique, comme le font souvent les amants d'Hollywood. L'Italie a réagi. Carlo Ponti est accusé de bigamie et Sophia ne peut plus rentrer dans son pays. En attendant de pouvoir dénouer juridiquement une situation qui tourne au drame, Sophia Loren continue de faire des films. Il était une fois les stars. Sophia Loren. Bannie d'Italie, Sophia Loren est présentée à la reine d'Angleterre pour la sortie du film La Clé, où elle partageait la vedette avec William Holden et Trevor Ward. J'ai des photos d'elle quand elle est venue la première fois à Londres pour présenter un film. Raymond Vignal. Et qu'elle avait porté une espèce de diadème
qu'on n'a pas le droit, parce que quand la reine est présente, ou la princesse royale est présente, les gens n'ont pas le droit. Mais elle avait mis un petit diadème, là, une robe de Schubert, je me souviendrai toujours ça, hein, donc c'est du temps de Jésus presque. Hein. Mais j'étais là à attendre pour voir Sophia. Le lendemain, la presse anglaise titrait « Hier soir, l'actrice Sophia Loren a tenté de détrôner la reine d'Angleterre ». Sophia obtient au Festival de Venise le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans L'Orchidée noire. Carlo Ponti réussit à négocier le séjour de l'actrice 24 heures dans son pays pour recevoir la récompense. Le couple est désormais obligé de résider hors d'Italie. Il loue une villa sur la Côte d'Azur et un chalet en Suisse. 5 ans après le tour de passe-passe au Mexique, les avocats du producteur obtiennent l'annulation du second mariage, celui par qui le scandale est arrivé. Sophia Loren n'est plus Madame Ponti, mais ils peuvent retourner en Italie. Ils vivront un peu moins ouvertement ensemble. Carlo Ponti projette de coproduire avec la Paramount un film tiré de l'ouvrage d'Alberto Moravia, La Ciociara. Georges Cukor doit réaliser l'œuvre avec Anna Magnani dans le rôle de la mère et Sophia Loren dans celui de la fille. Anna Magnani refuse catégoriquement d'incarner la mère de Sophia Loren et le projet capote. Le producteur italien rachète les droits à la Paramount et confie la mise en scène à Vittorio De Sica. J'ai eu la chance de rencontrer De Sica qui m'a donné ce grand rôle qui s'appelle La Ciociara, où j'ai pu vraiment démontrer que j'avais un peu de talent. La Ciociara, pour moi, ça représentait une étape très importante dans ma carrière parce que, comme disaient les journaux, ils parlaient de sex symbol tout le temps. Je suis passée du sex symbol à être actrice parce que j'ai démontré quand même d'avoir des qualités qu'ils n'avaient pas vues avant. Anna Magnani, en refusant d'interpréter la mère de Sophia, lui donne le rôle de sa vie. L'actrice napolitaine a vécu les bombardements à Pozzuoli, son village natal. À 26 ans, vieillie pour les besoins du film de 10 ans, exténuée, sans maquillage, De Sica lui fera sortir ses tripes dans une composition poignante. Ah ben non, excusez-moi, je l'avais déjà vu quelque part, qui s'appelait La Ciociara, avec Belmondo. Robert Hossein, qui fut son partenaire dans Madame sans gêne. C'est une femme généreuse. Il faut qu'elle ait quelque chose à faire, quelque chose à défendre. Et en tout cas des sentiments. Et passionnels, et violents, et profonds, et simples, et aussi quotidiens. Car elle, je suis persuadé que c'est une femme qui est tout à fait complètement quotidienne. Nominée pour l'Oscar d'interprétation féminine à Hollywood pour le film La Ciociara, Sophia Loren, incrédule et terriblement angoissée, préfère ne pas se rendre en Amérique. Elle n'a aucune chance. Sur la même liste figurent Audrey Hepburn et Natalie Wood. Jamais un film en langue étrangère n'a été récompensé depuis que les Oscars existent. 3 heures du matin à Rome, 18 heures à Hollywood, Sophia ne trouve pas le sommeil. À cette heure-ci, les jeux sont faits en Amérique. Le photographe, Pierluigi, attend avec l'actrice dans l'appartement romain, mais le scoop n'a pas lieu.
À 6 heures du matin, il quitte Sofia, désolé. C'est Cary Grant qui réveille sa grande amie à 10h45. Il est le premier à lui annoncer la fabuleuse nouvelle. L'Oscar de la meilleure interprétation féminine 1961 revient à Sophia Loren. Cet Oscar figure en bonne place dans son appartement, ou plutôt son remplaçant. L'original lui a été volé. Les voleurs le croyaient en or massif. Ils ignoraient que, moyennant $60 et 2 semaines d'attente, un autre exemplaire arrivait par paquet poste. La Ciucciara, le film de Vittorio De Sica, dont la vedette Sophia Loren vient d'être couronnée à Hollywood, poursuit sa carrière prodigieuse. Il représente l'Italie au Festival de Cannes. L'arrivée de Sophia Loren a été l'un des grands événements de la 4e journée du 14e Festival du film de Cannes. 300 journalistes et photographes à la descente d'avion à Nice, autant à la porte et dans le hall de l'hôtel Carlton, où une foule hurlante d'admirateurs se pressait autour de la vedette et de son mari Carlo Ponti. Sophia, vous êtes contente d'être à Cannes? Oh oui, oui, c'était formidable, vraiment. Vous êtes heureuse? Oui, très heureuse, oui. Bien, Carlo, vous êtes content de cet accueil réservé? Très content, mais c'est un peu dangereux. La projection de la Ciucciara a été accueillie hier soir par les applaudissements délirants des festivaliers de Cannes. Vedette sur l'écran, Sophia Loren était reine dans la salle et son éclatante beauté a séduit les centaines de curieux qui s'étaient massés sur son parcours et aux abords du palais des festivals. Une véritable marée humaine a submergé les barrages de police, rompu les barrières et engagé une mêlée. On a retrouvé des nœuds papillons par terre, des lunettes brisées. Sa création de la Ciucciara est celle d'une admirable comédienne. Telle est du moins mon opinion, mais je vais demander maintenant à d'autres spectateurs qui ont assisté à cette soirée de me donner la lettre. Jean-Pierre Aumont, je voudrais vous demander votre opinion à la suite de cette projection. Je trouve que c'est un film très très intéressant et que Sophia Loren y est absolument prodigieuse. Elle est devenue une très très grande comédienne et une très très grande tragédienne. André Duguay, que pensez-vous de ce film? J'en pense énormément de bien. Je trouve que c'est une très grande œuvre. C'est une œuvre magistrale, très douloureuse, bien entendu, qui fait mal, mais qui est utile. Et j'ai assisté à une interprétation hors de pair, avec Sophia Loren qui n'a jamais été aussi belle et aussi bonne. Agnanté Gréville, vous allez me donner l'opinion du metteur en scène. Je trouve ce film merveilleux et je supplie la censure de ne pas être susceptible et de ne pas couper les meilleures scènes, car c'est certainement un film qui fera couler pas mal d'encre et que beaucoup de gens vont trouver trop dur et mauvais. Je trouve que c'est un film merveilleux et je répète, merveilleux. Bravo De Sica, je suis emballé. Effectivement, Sophia Loren remporte le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans La Ciucciara. Quand elle rentre à Rome, c'est auréolée de la gloire des plus grandes vedettes internationales. Mais l'une des plus grandes actrices du monde est obligée de cacher toujours son amour illégal pour Carlo Ponti. C'est le moment que choisit sa sœur Maria pour lui annoncer son mariage. Elle a rencontré un pianiste de jazz plein de talent, mais l'histoire a retenu son nom pour une gloire qui n'a rien de musical. Son père a été abattu d'une rafale de mitraillettes en compagnie de sa maîtresse, Clara Petacci. Il s'appelait Benito Mussolini, le Duce. Romano Mussolini, le fils du dictateur, épouse donc Maria Cicolone, sœur de Sophia Loren, dans l'église de Predapio, devant 5000 personnes et autant de paparazzi. Cette union ne durera que le temps nécessaire à la mise au monde de 2 enfants. Vittorio De Sica réunit pour la première fois Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans une comédie à épisodes, hier, aujourd'hui, demain. Sophia sera une stripteaseuse aguichante, sexy à faire hurler les hommes. Pendant le tournage, Sophia ressent des malaises bizarres. Elle consulte plusieurs médecins. Elle est enceinte. Elle ne partage le secret qu'avec Carlo Ponti, le père. Le tournage continue à Milan. C'est dans le désespoir et avec la plus grande discrétion
que Sofia entre en clinique d'urgence. Elle ne peut pas garder l'enfant. C'est une fausse couche. Son partenaire, Marcello Mastroianni, en sera informé. Jamais il n'en reparlera. Le film se terminera dans les délais, personne n'a rien remarqué. Sophia Loren a 29 ans, sa carrière arrive au firmament, sa vie privée est loin d'être réglée. Je crois qu'elle a la réputation, ou elle avait la réputation d'une star. Julien Berthaud. Et qu'on lui faisait jouer le jeu de la star. Mais que derrière, il n'y avait pas une star qui se prenait au sérieux. Et je me souviendrai toujours l'histoire de sa Rolls. Jean Barthé. Quand elle l'avait tue, elle se faisait une fête. C'était comme un secret. Et elle a invité à dîner très peu d'amis. On était allé à la Bastille, dans un petit bistrot. Et ce jour-là, elle m'avait dit, il y a une chose que j'aimerais. Et je lui ai dit, tu penses à quoi? J'ai envie d'inviter Arletty. Et pourquoi? Avec la Rolls? Je sais pas. Elle m'a dit, parce que c'est la première fois que j'en ai une. J'admire cette fille qui est une qualité pour moi exceptionnelle et qui vraiment est une grande dame du cinéma. Comme je dois l'inviter, je veux qu'elle les traîne avec moi. Arletty était ravie. Elles étaient toutes les deux à s'amuser comme des gamines, à presser les boutons pour que les lilas descendent et montent. Puis cette Rolls s'est passée dans sa vie, oubliée, revendue, puis c'est terminé. Maintenant, elle a les voitures banales. Parce qu'elle a pensé que la vie ne tourne pas autour d'une Rolls, c'est que la vie évolue et qu'il y a autre chose à l'heure actuelle. Madame Loren, on vous demande au téléphone. Monsieur Charlie Chaplin. Pour la petite fille de Pozzoli, le miracle continue. Charlot, le Charlot de son enfance, est là. Il veut lui parler. Il a apporté un scénario et un bouquet de fleurs. Il veut tourner son dernier film et il a choisi Sophia Loren aux côtés de Marlon Brando pour l'interpréter. Chaplin règle chaque plan dans les moindres détails, mais il se heurte à l'indifférence de son interprète masculin. La comtesse de Hong Kong n'aura pas le succès escompté. Charlie Chaplin aura du mal à surmonter cet échec. Il disait à Sophia, « Plus je vieillis, plus je regarde autour de moi, moins je veux voir. » À la même époque, une jeune femme refusait de voir autour d'elle. Autour d'elle, c'est Hollywood. Elle s'appelait Marilyn Monroe. Carlo Ponti a une courte tête de moins que Sofia et une petite génération d'avance. Malgré cela, tout les rapproche l'un de l'autre. Leurs amis affirment même qu'ils seraient depuis longtemps mari et femme s'il n'y avait pas la loi italienne. Carlo est déjà marié. Mais le cœur de Giulia Fiastri, sa femme, a tendance à s'envoler vers un beau commandant d'aviation. Et si l'on suit des yeux le regard du signor Ponti, on tombe toujours sur la belle napolitaine. Dans n'importe quel pays, il finirait heureux avec beaucoup d'enfants. Mais Sofia et Carlo sont victimes d'un accord signé en 1929 entre l'Église et l'État italien qui rappelle à tous que le divorce n'existe pas. Depuis 8 ans, ils ont décidé de vivre en état de bigamie et de concubinage. Toutes les opérations montées par les avocats de Carlo Ponti ont échoué. Sophia Loren n'est toujours pas Madame Ponti. Le ménage Ponti ne peut pas exister officiellement. C'est Sophia Loren qui trouve la solution. Même les avocats internationaux n'y ont pas pensé. Il suffit que le producteur et sa première femme se fassent naturaliser français. Napoléon, pour des convenances personnelles, a légalisé le divorce dans ce pays. Giulia Fiastri obtient donc le divorce pour adultère. Le gouvernement français accorde par décret à Carlo Ponti et Sophia Loren
la nationalité française en remerciement pour leur contribution à l'industrie cinématographique française. Quand vous êtes venu à Paris, c'est curieux, il y a 50 journalistes autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Sophia Loren, le 9 avril 1966. Mais je sais pas, moi. On a beaucoup parlé de mariage. Moi, je sais pas, parce que peut-être ils savent que c'est le rêve de ma vie d'être mariée. Il avait une nouvelle, mais c'est pas vrai. Pour le moment, c'est pas vrai. Alors comment ça se fait qu'on en ait parlé pour l'instant à Paris? Mais je sais pas, on dit tellement de choses sur les actrices, je sais pas. C'est une bonne occasion, non, à votre avis? Peut-être, j'espère que ça c'est vrai. Vous comptez vous marier bientôt? Oui, c'est ça. Vous savez pas quand? Non. Et vous êtes pour longtemps à Paris pour l'instant? Non, je vais partir pour Londres lundi, à l'après-midi. Et où est-ce que comptez vous marier? J'espère en France. À Paris? Oui. Mais quand vous dites bientôt, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent? J'espère très bientôt, oui. Et votre retour de Londres? Ça, je crois pas que je vais le dire hein, quand même, parce que c'est une chose très délicate. Et quand on se marie, c'est une chose très importante dans la vie. Et on veut être seul, vous savez. Vous comptez faire un mariage intime? Oui, très. C'est en effet accompagné de ses deux témoins, sa sœur Maria et son ami Basilio Franchina, que Sophia Loren prononce le oui fatidique devant le maire de Sèvres. Les journalistes n'ont pas réussi à les prendre en filature. Romilda, la mère de Sophia, n'est pas venue. Elle a peur de l'avion. Sophia lui téléphone, ça y est, elle est vraiment et légalement Madame Ponty. Mais la cérémonie, bien que terriblement importante, n'est pas chargée de toute l'intensité qu'elle aurait pu souhaiter dans sa jeunesse. Sophia et Carlo se connaissent depuis 17 ans. Ils vivent pratiquement ensemble depuis 8 ans. Ce n'est donc qu'une formalité, la plus belle des formalités, qui s'est déroulée dans la mairie de Sèvres en avril 1966. Ironie du sort, en rentrant le soir dans leur appartement parisien, Sophia Loren apprend qu'on vient de lui décerner à Moscou le prix de la meilleure interprétation féminine pour Mariage à l'italienne. Sophia Loren est une star internationale, mais l'essentiel de sa vie se déroule à Paris, près de son mari et producteur Carlo Ponty. Je suis bien à Paris, je me sens chez moi à Paris, je me sens très bien, j'ai beaucoup d'amis ici. L'Italie, c'est mon pays. Il y a des racines qu'on ne peut pas arracher, comme ça. Hein. J'aime la couleur de Paris. Ce gris de Paris, qui est toujours très lumineux. Ce n'est jamais triste. Et tous les immeubles, tout est gris, mais lumineux et assez gai. Pendant le tournage d'Héritage et Vieux Fantômes, Sophia est de nouveau enceinte. Quand elle l'apprend, le médecin qu'elle consulte lui a interdit de terminer le film. Elle doit s'aliter pour éviter une deuxième fausse couche. Je crois que professionnellement, elle avait un objectif extrêmement précis. Robert Hossein. Par la suite, je sais qu'elle souhaitait avoir des enfants, qu'elle attachait beaucoup de famille et qu'elle s'entendait très 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 bien avec son mari, qui était un homme extrêmement chaleureux, extrêmement courtois, a toujours été d'une très 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 grande correction. Carlo Ponty termine le tournage avec une doublure pendant que Sophia se cloître chez elle, sans bouger, pour garder leur enfant. Elle ne reçoit pas, ne lit pas, ne répond même pas au téléphone. Malheureusement, 3 mois plus tard, elle perd ce deuxième enfant. Cette épreuve anéantit l'actrice. Son mari la force à retravailler pour échapper à la dépression et au découragement. Sophia se donne à fond à son métier et renaît peu à peu à la vie. Cette vie qu'elle veut de nouveau donner à un enfant. Rien n'est plus important pour elle, plus important encore, que la réussite de sa carrière. Sur le plan professionnel, comme sur le plan des rapports humains et quotidiens, Robert Hossein. Elle n'a pas du tout l'impression d'un personnage prétentieux, ou suffisant, ou égocentrique, capricieux, pas du tout. Non. Tout à fait équilibré, au contraire. Tout à fait équilibré, très sensible, et même un peu désespéré. Je sais pas pourquoi. Et je crois même un peu désespéré, même au moment où... Mais c'est pas par rapport aux gens qu'elle aimait, ça n'a rien à voir. Mais un peu désespéré, comme ça. Une amie donne à Sophia Loren l'adresse d'un médecin spécialisé qui serait capable de lui faire mener une grossesse à terme. Le docteur Hubert de Watteville est installé à Genève. Après avoir examiné sa célèbre patiente, le traitement du médecin est pour le moins original. Il prescrit à Sophia 4 boîtes de pilules contraceptives et lui demande de revenir dans 4 mois. Sophia peut enfin annoncer à Carlo qu'elle est enceinte pour la 3e fois. Mais le médecin suisse l'oblige à rester couchée pendant le temps de la grossesse. Sophia Loren s'installe dans une suite au 18e étage de l'hôtel Intercontinental à Genève.
elle vit retirée du monde, sans bouger pendant 9 mois. C'est la condition indispensable pour peut-être mettre au monde un jour son enfant. Les 6 mois de suspense sont enfin et heureusement terminés, tandis que la neige s'arrêtait de tomber sur Genève et que le soleil brillait. En fin de matinée, nous avons enfin pu ouvrir le carnet rose. Papa, Carlo Ponti. Maman, Sophia Loren. Enfant, un garçon. Poids, 3,5 kg. Le professeur de Watteville vient de nous dire que maman et bébé se portaient bien. Le bébé s'appelle Carlo Hubert Leone Ponti Jr. Sophia Loren est heureuse. Sophia Loren est très superstitieuse. Ne cassez jamais un miroir devant elle. Mais vous pouvez lui offrir une rose rouge. D'ailleurs, elle s'arrange toujours pour porter quelque chose de rouge sur elle, même si ça ne se voit pas. Sophia est aussi un peu sorcière. Tout au moins, elle a des prémonitions étonnantes. Il était une fois les stars. Sophia Loren. Invitée un jour à un gala de bienfaisance à Bruxelles, Sophia Loren annule sa participation la veille. Sophia a eu le sentiment d'une catastrophe imminente. C'est Marcella Mariani, Miss Italie, qui la remplace. Au retour, l'avion s'écrase. Pas de survivants. Plus tard, Sophia sent une présence invisible dans son appartement du Hampshire House de New York. Le lendemain, le 11 octobre 1970, elle est victime d'un hold-up chez elle. 5 hommes avec des pistoles. Des revolvers, ils étaient donc armés? Oui, tous 5 étaient armés. Ils sont entrés dans l'appartement avec une stratagème et ils ont capturé le mec qui opérait la liste, l'ascenseur. Il a appelé la secrétaire. Oui. Et la secrétaire est aussi dehors et ils ont entré. Est-ce qu'ils ont brutalisé Sophia Loren? Oui, elles l'ont pris par les cheveux. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas dire où étaient les jouets. Est-ce qu'ils ont menacé son fils? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez estimer à peu près le montant du vol? On croit $500,000. $500,000. Ça fait à peu près combien de francs français, vous savez? Vous savez, c'est à peu près 250 millions de vieux francs. Est-ce que les bijoux étaient assurés? Une partie seulement. Et c'était tous des bijoux de Sophia Loren elle-même ou bien est-ce qu'il y avait autre chose? Part à Sophia Loren et part à Van Cleef & Arpels. Est-ce qu'elle a été beaucoup traumatisée par ce vol? Assez, par la peur. Maintenant, comment va Sophia Loren? Elle est fatiguée, mais elle est bien, elle est très bien. L'argent dans ma vie, l'argent c'est important pour vivre, mais pas pour le dépenser bêtement. Je crois que si on a l'argent, on doit avoir envie d'aider les autres. Et moi, j'ai une jolie maison, j'ai des jolis objets, mais si demain je devrais donner tout ça pour une cause dans laquelle j'y crois, j'aurais pas de regrets. C'est difficile à me croire parce que je m'appelle Sophia Loren, mais pour moi, les choses sont des choses, c'est pas important. La chose importante dans ma vie sont les sentiments. Parce que ça, les sentiments, l'amour, l'enthousiasme, la joie de vivre, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Le plus important dans la vie de Sophia Loren, l'ancienne petite fille de Pozzuoli, qui n'a pratiquement pas connu son père, c'est le noyau familial. Je dîne avec mes enfants à 6h30 et à 7h30 je les couche et à 8h je suis couchée moi-même. Alors c'est carrément la maman. Louise Vincent. Moi je me souviens une fois avoir eu un coup de déprime pendant le tournage de Lady L
Et elle a eu ce cri du cœur, viens, je te prépare des spaghettis, et puis après on parle. Plus maman que ça, on peut pas. Bon, aujourd'hui, je crois que le métier du parent, c'est très difficile. Je ne sais pas, j'essaye d'être auprès d'eux tout le temps, mais sans leur faire sentir trop l'autorité de la mère. Mais en tout cas, je crois que les enfants doivent être un peu dirigés parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils n'ont pas d'expérience et il faut le mettre sur un chemin selon la nature de l'enfant, selon le caractère de l'enfant. Hier, elle était à l'école chercher son gosse parce qu'elle voulait parler avec la maîtresse d'école. Jean Barthé. Elle a été dans le couloir et à petits pas, elle arrivait derrière la porte pour voir dans la porte entrouverte comment il était quand ce démon est sage et qu'il est sous l'emprise d'une maîtresse d'école. Puis elle a comme toutes les mères, c'est pas parce que c'est le mien, mais il est formidable. Pour garder son premier enfant, Sophia Loren a dû rester au repos chez elle pendant tout le temps de sa grossesse. C'est à ce moment-là que l'un de ses plaisirs favoris est devenu une véritable passion. Sophia, condamnée à ne pas bouger, a vécu pendant des mois dans un grand hôtel de Genève. Elle a dû se faire servir ses repas dans son appartement. Et au fur et à mesure que les plats sont montés de jour en jour, Sophia s'est intéressée à leur préparation. La cuisine, pour elle, c'est devenu une passion et un livre. Un livre de cuisine signé Sophia Loren. C'est ça que le dimanche, elle passe son temps à faire du ménage. Jean Barthé parle de Sophia Loren en ménagère. Dimanche dernier, j'étais chez elle, elle a fait la cuisine, elle a fait les pâtes. Elle a fait revenir son steak qu'elle avait acheté, qu'elle avait fait hacher pour le faire revenir avec la tomate. Et on était à regarder les pâtes avec la sauce à l'italienne, mais qui ne sortait pas d'une boîte qu'elle avait faite. Puis c'est une chose normale. Elle sent la cuisine, elle tourne avec sa cuillère en bois, elle est là devant ses fourneaux. Heureusement, j'ai des amis qui sont formidables, pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de gens que je connais, peu d'amis. Mais les amis que j'ai, je les ai choisis. Je me suis toujours très bien entourée et je vis très bien avec eux. Ses enfants, son mari, sa cuisine et ses amis, Sophia vit simplement un bonheur de femme comblée. Mais cette femme un peu casanière a des passions secrètes. Elle m'avait pris comme partenaire, parce qu'elle adore le poker. Omar Sharif. Alors, comme elle trouvait pas beaucoup de gens pour jouer, et qu'elle savait que moi j'aimais beaucoup les cartes, alors j'ai devenu son partenaire de poker. Tous les soirs, on jouait, et la partie ne s'arrêtait que quand elle gagnait, parce qu'elle déteste perdre. Il ne faut jamais arrêter, même si ça durait toute la nuit, tant qu'elle perdait. Nous, on avait des amis communs qui jouaient avec elle souvent des parties de poker. Et chez elle, dans sa maison à Marino, chaque jeudi. De Rome, Umberto Orsini. Un jour, on avait besoin de cinquième qui jouait au poker et on m'a appelé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophia sur la table de jeu. Et je pense que j'ai gagné cette fois-là. Je me rappelle, j'ai gagné 20 000 livres. Qu'elle m'a signé pas avec son nom de Sophia Loren, ni de son nom de Cicolone, mais avec son nom Lazzaro, Sophia Lazzaro, que c'était le nom qu'elle utilisait quand elle faisait des photoromans. Et alors, il m'a signé ce chèque de 20 000 livres avec ce nom, Sophia Lazzaro. Évidemment, j'ai jamais changé le chèque. La passion du jeu ne se limite pas au poker pour Sophia Loren. Les plus grandes joies de sa vie lui seront procurées en battant Richard Burton et Peter O'Toole au Scrabble. Été 1973. Richard Burton est l'invité de Sophia Loren dans la Villa Marino à Rome, domicile des Ponti. Avant le tournage du film réalisé par Vittorio De Sica, l'acteur, entre deux séparations avec Elizabeth Taylor, est venu se remettre en forme. Richard avec des grands problèmes à ce moment-là, d'alcool. Raymond Vignal, secrétaire d'Elizabeth Taylor. Richard, on avait un ou deux docteurs, des infirmiers qui faisaient la cure Richard pour le, disons, désintoxiquer, je crois. Sophia et Richard Burton sympathisent aussitôt. Richard supporte mal la séparation avec Elizabeth Taylor, aussi mal que le régime sans alcool qu'il doit s'imposer. Il est profondément dépressif.
Sofia le soutient moralement, ils deviennent amis. Elle garde toujours une grande admiration pour le grand acteur shakespearien. Maintenant, je vous raconte une chose qui était très très drôle. Raymond Vignal. Et on était à table, on mangeait là, je dis une 10-12 de personnes. Hein. Et tout d'un coup, Richard, vous savez, il a la manie d'acteur gallois, anglais, de faire ces grandes phrases. Alors il a commencé à dire des phrases de Shakespeare. Hein. Je me souviens comme c'était hier. Hein. Et Sophia, qui était à côté, hein, ben, elle a continué. C'est ce qu'il avait commencé, lui, comme une vraie anglaise. Hein. Et au fond, j'étais content. Je dis, tiens, Richard, pas seulement toi qui sais les grandes choses de Shakespeare. Vous êtes une poésie, c'était de Hamlet, quelque chose comme ça. Richard Burton et Sophia Loren travailleront tous les deux pour la télévision. Puis ils ne se reverront plus. Une autre rencontre, Peter O'Toole. Ils tournent ensemble dans un film musical, L'Homme de la Manche. C'est la seule comédie musicale à laquelle Sophia Loren participera. Pour Sophia, Peter O'Toole, c'est un bon souvenir. Un ami merveilleux, plein de charme et d'humour. Un homme très cultivé aussi. Grâce à Peter, elle surmontera ce terrible trac qui la saisit quand elle doit se mettre à chanter. You're in the moon, you carried the sun up in a spoon. I know that deep in your heart there is a star. A butterfly will fly a rainbow high in the sky, because you lit in my heart. You lit a star. You spend your time on dreams when our steps always rhyme. When you will play the guitar on your day star, you're like a child. You live for the sweets that brings Mr. Candyman, sweet Mr. Candyman, who makes a cake that will keep you warm. Some people hate the dreams you're in. Dreaming is a sin. Dreaming is a sin. For them you're still at school. You learn the rules. There is a star. It keeps on twinkling deep in your heart. There is a star. It keeps on twinkling deep in your heart. There is a star. It keeps on twinkling deep in your heart. Sophia Loren dans un extrait du film La femme du prêtre. Vittorio De Sica est gravement malade. Il refuse d'arrêter de fumer. Il n'est plus le tonitruant napolitain dirigeant de main de maître tout son plateau. Sophia est à Paris quand le téléphone sonne. C'est Carlo Ponti. Tu savais que De Sica était à Paris? Sophia l'ignorait. Il est très malade, on l'a conduit à l'hôpital américain. Sophia n'hésite pas. Je vais le voir tout de suite. Carlo poursuit d'une voix mal assurée. Et ce matin, il est mort. Sophia Loren est effondrée. Son ami, l'homme qui l'a faite, l'homme qu'elle a aimé comme un père spirituel, n'est plus. Pour le monde entier, c'est une page de l'histoire du cinéma qu'on arrache. Après 2 jours de lutte au téléphone, Sophia obtient de la famille réticente l'autorisation de se recueillir seule auprès de la dépouille de Vittorio avant son transfert à Rome. Elle est là aussi dans la cathédrale romaine quand la foule majestueuse applaudit le cercueil de De Sica qui pénètre dans l'église. C'est un très bel hommage du public rendu à un grand artiste. Seule la disparition d'Anna Magnani provoquera à nouveau une telle manifestation d'émotion.
Sophia Loren s'enferme une nouvelle fois pour 9 mois dans un palace de Genève. Elle attend le futur Eduardo Ponti, deuxième enfant qu'elle amènera à terme à condition de mener une vie totalement inactive. Peter Otto lui envoie un énorme œuf d'autruche avec un gros nœud autour et ces quelques mots « Avec toute ma tendresse, Peter ». Ils n'auront ensemble qu'un seul bon souvenir de leur film, le tournage. Car dès sa sortie, L'Homme de la Manche sera mal accueilli. Les producteurs enregistreront un échec commercial. Chaque film que je fais, chaque film que je commence, j'ai toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes, comme si c'était mon premier film. On rate toujours des choses dans la vie, mais si on rate des choses, on apprend beaucoup plus de choses. Parce que si tout va bien dans la vie, on ne sait plus où on est. Il faut avoir des hauts et des bas pour apprécier les hauts et supporter les bas. Moi, je me sens très jeune, je me sens comme une fille de 12 ans, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, parce que heureusement pour moi, ou malheureusement, je ne sais pas, j'ai eu des enfants assez tard dans ma vie, et j'ai des enfants très très jeunes, et je me sens comme une jeune mère de jeunes enfants. Rome, le 8 mai 1938. La capitale est en effervescence. Les oriflammes claquent au vent tout le long des grandes avenues. Dans les casernes, les engins blindés rugissent depuis le lever du jour. Les gaz d'échappement se perdent dans la brume de chaleur. Le 8 mai 1938, c'est vraiment une journée particulière. Hitler rend visite à Mussolini. On se prépare pour la parade militaire. Dans un quartier populaire, Antonietta laisse sa famille partir assister au défilé. Elle reste seule avec son canari qui s'échappe par la fenêtre. Antonietta poursuit le canari jusque dans la cour de l'immeuble et tombe face à un homme resté seul, lui aussi. Les festivités romaines ne le concernent pas. On vient de le chasser de son travail parce qu'il est homosexuel. Le sort banal de la mama étouffée par la vie quotidienne rapproche Antonietta de cet homme marginal. Ils vont vivre ensemble une journée particulière. Une journée particulière, c'est le titre du film d'Ettore Scola, où Sophia Loren est Antonietta et Marcello Mastroianni, son partenaire. La première fois qu'on a travaillé ensemble dans un film, pour la première fois, nous étions sur l'écran ensemble. C'était un film sous la direction de Alessandro Blasetti et qui s'appelait C'est dommage que tu sois une canaille. Et c'était jusqu'après l'or de Naples, disons 54-55. Et depuis, on a fait 9 films ensemble. Et toujours vraiment, facciamo le corna, comme on dit en Italie, touchant du bois. Ça a toujours marché, c'est comme la couple, je sais pas. Fred Astaire, Ginger Rogers. Sophia Loren, Marcello Mastroianni, dans une journée particulière. De la rencontre de l'homosexuel désœuvré et de la mère de famille désorientée, naît une étonnante histoire d'amour. Dans quelques secondes, comme ça, il s'aime peut-être pour elle. Cet amour, cet moment particulier durera toute une vie. Et le film se termine avec toute la rentrée de la famille et qui rentre de la grande parade. Et elle recommence à vivre comme elle avait vécu jusqu'à ce moment-là. L'interprétation de Sophia Loren dans ce superbe film étonne les admirateurs de Sophia Loren superstar. Là, elle ressemble beaucoup plus à Sofia Ponti, la mama aux spaghettis, ou à Sofia Cicolone, la napolitaine de son enfance, aux pieds nus. Et le côté mélo qu'on en a fait en disant qu'elle marchait pieds nus, c'est un peu poussé. Jean Barthé. Enfin, disons qu'elle a sûrement subi une période difficile. Et un de ses dadas, qui va pas chercher loin, qui est intéressant, elle a les chaussures qu'elle adore. Elle adore les chaussures, les collections, elle les garde, elle les entretient, sont impeccables. Elle aligne ça comme des soldats de plomb. Sofia, la petite napolitaine, a parcouru un très long chemin de Pozzuoli à la Villa Marino, de Cary Grant à Carlo Ponti et de Vittorio De Sica à Ettore Scola. C'est une des 10 ou 15 grandes personnalités du show business mondial. Henri Garcin. Tout ce que nous disons ici, tout ce qu'on peut écrire sur elle, tout ça c'est de la cendre à côté de 2 ou 3 minutes de jeu de Sophia Loren dans une journée particulière. C'est à la fin du tournage de Une journée particulière que Sofia est appelée d'urgence par sa sœur Maria. Leur père, Riccardo Cicolone, est mourant.
À l'hôpital, où elles se rendent aussitôt, les deux sœurs retrouvent leur mère, Romilda, revenue auprès de cet homme qui l'a pourtant fait souffrir. À côté de Ricardo, il y a aussi Carole, une jeune Allemande qui a partagé les 10 dernières années du père de Sofia et leur fils Giuseppe. Sophia Loren prend la main inerte de son père et la gorge serrée. Elle articule « Ciao, papa ». J'essaie toujours de trouver une justification pour les autres qui se comportent un peu mal dans la vie. Et je crois que j'ai pardonné mon père parce qu'après tout, si moi j'étais là, si moi je suis là maintenant, c'est grâce à lui aussi. Il m'a donné la vie. Et la vie, c'est une chose fantastique. Et moi, je l'ai pardonné parce qu'aussi, il m'a dit avant de mourir, « Je suis très fière de toi, Sofia. » Ça me suffit. Sofia Cicolone est mondialement connue sous le nom de Sophia Loren, a perdu définitivement ce père dont la présence physique fut inexistante dans sa vie. Mais c'est lui qu'elle a toujours un peu recherché à travers l'homme de sa vie, Carlo Ponti. Je crois que Sophia Loren a bénéficié de ce maître d'œuvre, n'est-ce pas, qui est son mari, qui est Carlo Ponti. Raymond Pellegrin. Il a été le producteur de sa femme. Il a parfaitement raison d'ailleurs que tous les maris ou que toutes les femmes qui ont une femme comédienne ou un mari comédien en fassent autant et nous irons tous très bien. Il a été son impresario, il a été son producteur, son distributeur, son vendeur. C'est une bonne étoile qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mon chemin. Je suis toujours la petite fille de Pozzoli. Toujours, et je me raconte toujours mon histoire. Et pour moi, c'est toujours une fable, c'est toujours une chose irréelle. Toujours. Le conte de fées de la petite Napolitaine s'est réalisé au-delà de toute imagination. Sophia Loren n'a que 2 regrets et un seul espoir. Ces 2 regrets, n'avoir pas joué Virginia Woolf et Anna Karenine. Son espoir, après de nombreux nouveaux films, fêter ses 80 ans, mais Carlo Ponti lui ravira sûrement ce jour-là la vedette, il aura 100 ans. En attendant ce jour-là, Sophia Loren a encore une longue carrière devant elle. Jamais la chaîne nationale de télévision soviétique n'avait diffusé la moindre émission sur aucune star du monde bourgeois et capitaliste. Pourquoi, en ce mois d'avril 1977, 90 minutes d'antenne sont consacrées à un documentaire sur Sophia Loren? Une phrase du commentaire peut fournir une explication en forme de justification. L'apparence physique de Madame Loren a sans doute joué un certain rôle dans son succès, mais la cause évidente en est un travail acharné. Au pays des soviets, le stakhanovisme peut même excuser la beauté. Il était une fois les stars. Sophia Loren. En 1977, le Festival de Cannes accueille le 72e film de Sophia Loren. Mais c'est en même temps une première. Une journée particulière d'Ettore Scola, c'est le premier film où la Loren se montre aux caméras sans maquillage. Quand on lui a proposé une journée particulière, elle l'a fait. Ça a été monté, c'est un film qui a quand même été monté contre vents et marées. Louise Vincent, scénariste et amie de Sophia Loren. Ça a été très 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 difficile à monter. Ponti a trouvé de l'argent, mais dans des endroits absolument incongrus, chez les Esquimaux. Enfin, je ne sais pas, pour monter le film. Ça a été vraiment très difficile. Parce que de personnages, un film dur, un film contre le fascisme, enfin... Mais il y a énormément de gens maintenant qui risqueraient d'avoir des sujets très intéressants et où elles voudraient participer, et qui se disent « Sophia Loren, la star, on n'y touche pas, c'est pas la peine. Elle va nous envoyer sur les roses. »
Après avoir vu Affreux, sale et méchant, Sofia rêvait de tourner avec Ettore Scola. Le réalisateur n'a pas choisi la facilité en utilisant ses deux vedettes en contre-emploi. Marcello Mastroianni, le traditionnel séducteur italien, joue un homosexuel, Gabriel. Sophia Loren, la Popolona, la femme du peuple napolitaine, aux appas plantureux, interprète une mère de famille usée, avec des pantoufles éculées mais simples, sensibles, intuitives, Antonietta. Sofia étonne tout le monde sur le plateau. Ce n'est pas la vedette qui joue, c'est Antonietta qui s'appelle Sophia Loren au générique. On a eu l'occasion de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de sortir, faire des balades avec toute l'équipe. Robert Hossein qui fut le mari de Sophia Loren dans Madame sans gêne. Et je me suis aperçu que c'était une femme très très vive, très passionnée, très colorée, très pittoresque et en même temps très très sensible, mais très sensible. Et presque une sensibilité je vais pas dire pour pas tomber dans la de midinette, ce qui est idiot, mais d'enfant. Elle avait des joies, des curiosités, des rires d'enfant. Car elle était à l'époque, elle passait pour une star, comme Lolo Brigida, elle était une star, etc. Je sais pas ce que veut dire ce mot, je trouve ça tellement, je n'arrive pas je le dis, je sais même pas ce que je suis en train de vous dire quand je dis ce mot-là, mais enfin je le dis tout de même, ça me paraît quand même, par moments un peu marrant, quoi, je veux dire, mais enfin, bon, puisque c'est le terme. Et elle se comportait absolument pas. Les autres l'obligeaient presque à se comporter beaucoup plus qu'elle n'aurait voulu l'être. Elle était plus naturelle que les autres qui l'entouraient, souvent. Quand Vittorio De Sica a rencontré la jeune protégée de Carlo Ponti, elle avait 20 ans. Elle venait tout juste d'abandonner son pseudonyme Sofia Lazzaro, sous lequel elle s'était fait connaître à l'époque des romans photos. C'est donc une Sophia Loren balbutiante que le grand metteur en scène napolitain avait prise en main. C'est lui qui lui avait donné sa réelle dimension. Le courage et l'acharnement de Sofia, l'expérience et l'instinct de Vittorio De Sica, tout cela s'est retrouvé le jour où il avait fallu jouer sans artifice cette journée particulière. Mais Sofia se souvient avoir été terriblement angoissée en appréhendant le personnage d'Antonietta. Elle avait le trac. Heureusement que Vittorio lui avait appris à jouer avec son corps. Une grande fille superbe à mon sens comme physique, épanouie avec des épaules, une taille et des jambes qui sont vraiment extraordinaires. Le modiste Jean Barthé, l'un des meilleurs amis de Sophia Loren. Je dis toujours, tu aurais dû faire un merveilleux film de musical et de danse, parce qu'elle descend en escalier, elle a la danse dans la peau, et elle bouge d'une façon, et quelquefois chez elle ou en privé, elle danse, elle se donne. Un été, je l'ai vue danser chez des amis en Tunisie, mais c'était comme un marathon. Et je dois dire que ce jour-là, je crois qu'elle a dansé. Vous voyez, si on l'entend, on croira que c'est faux. 2 heures de temps sans s'arrêter. Ce qui m'a beaucoup touché en elle, surtout, une tout à fait remarquable comédienne, aussi bien sur le plan, j'allais dire, du fond que de la forme. Robert Hossein. C'est-à-dire que dans le cœur et dans la pensée, que sur le plan du boulot lui-même. Alors, elle travaillait pas dans le génie. C'était mieux. Pendant que les critiques ne tarissent pas d'éloges sur les interprètes du film d'Ettore Scola, Sophia Loren s'est déjà envolée. Elle termine le tournage au Canada d'une tragédie grecque, Angela. L'absence est de courte durée. Elle revient à Paris pour assurer la promotion d'un nouveau film tourné en Amérique, Le Pont de Cassandra, une super production à suspense. À Hollywood, Sophia rencontre Lee Strasberg, le directeur de l'Actors Studio. Avec Ava Gardner, Burt Lancaster, elle passe des nuits blanches à parler du travail des acteurs en compagnie de Lee Strasberg. Le talent, ça consiste à en trouver aux autres. Robert Hossein. Alors à partir du moment où on peut évoquer comme ça des hommes ou des femmes qu'on a rencontrés, avec qui on a travaillé,
Et de ne pas se laisser aller à la facilité ni à la complaisance. Aujourd'hui, Sophia Loren est comblée. Elle est reconnue comme une star internationale, elle a réalisé son rêve, elle a le mari qu'elle a voulu, elle a eu les enfants qu'elle désirait. Sophia ne peut pas descendre dans la rue, se promener dans Paris sans être connue. À Rome, à Genève, à Montréal, à New York, dans toutes les grandes villes du monde, les journalistes la poursuivent et le public l'applaudit. Elle a réussi 1000 fois le beau rêve entrevu par sa mère au-delà des ruelles de Pozzuoli. Jusqu'à présent, je crois que son but a été, surtout au début de sa carrière, son but a été le succès. Ça a été sortir du caniveau. Louise Vincent. Elle a mis toute son énergie, toute son intelligence et un travail immense à sortir du caniveau et à arriver au piédestal. Ok, formidable. Maintenant, elle y est. D'ailleurs, depuis un certain temps, elle y stagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut redescendre du piédestal et devenir un être humain. Et en fait, ça, c'est quand même un acheminement que j'estime profondément courageux et profondément intelligent. C'est très difficile à faire. En 1949, Sophia et sa mère gagnent à elles deux 33 $, salaire de leur figuration de Quo Vadis. 6 ans plus tard, Sophia Loren est présentée à la reine d'Angleterre, Élisabeth II. L'actrice napolitaine a droit à la couverture de Life le 22 août 1955. En 1956, on lui offre 800 000 $ pour 4 films à Hollywood. L'année suivante, son cachet se chiffre à 2 millions de $ sur le contrat qu'elle signe avec la Paramount. Carlo Ponti lui a offert le Palazzo Marino, une demeure historique du XVIIe siècle au milieu de 20 hectares de parc. Ils sont les voisins de la résidence d'été du pape, Castel Gandolfo. Ce qu'avait fait Sophia, que je crois que c'est très très bon goût, elle n'avait pas fait une maison hollywoodienne. Raymond Vignal, secrétaire d'Elizabeth Taylor. Elle avait fait la vraie villa italienne, c'est romane comme on dit, hein, mais d'un grand bon goût. Il y avait des tableaux de toute beauté, il y avait des coins, c'était très très intime. Un jardin, des roses, des fleurs, une piscine, enfin tout ça c'était très 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 beau et très très bon goût vraiment. Mais pas Hollywood. Hein. On était très amis avec Helmut Berg. Non? Helmut nous racontait qu'un jour, Valentino a invité Sophia à voir sa maison. Et quand nous sommes allés manger chez Valentino, on aurait dit de rentrer sur un plateau de cinéma. C'était vraiment le vrai genre Hollywood. Pas une petite feuille par terre au milieu de l'herbe, c'était trop parfait. Hein. Alors pareil, qu'il demande à Sophia, qu'est-ce que tu en dis? Alors Helmut Berg faisait une imitation de Sophia, très 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 bien, en italien comme elle parlait. Elle dit oui, molto fastosa, molto fastoso, molto fastoso. Ben, elle disait, mais en tout cas, la mienne, elle est beaucoup plus jolie. Et en effet, c'est vrai, parce que la maison de Sophia, c'est une merveille, vous savez. Dans son appartement de l'avenue Georges V à Paris, Sophia Loren se lève très tôt. C'est à l'aube, quand la grisaille du matin réveille lentement la capitale, que Sophia confie tous ses secrets depuis 20 ans à son journal intime. Personne ne l'a jamais lu. Mais lui seul renferme les blessures de la femme, les espoirs de la mère de famille, les secrets de l'actrice. Sur ces feuillets témoins de la vie de Sophia, pousse parfois entre les lignes une tendre amertume. Celle de son enfance difficile, que jamais elle ne parviendra à oublier. Je crois, je ne sais pas, mais je crois que la pauvreté est un goût, est une saveur que tu gardes toujours sur ton palais. Louise Vincent. On n'oublie jamais, je crois pas. Et je crois que Sophia, quelque part, parmi les visons, les machins et les trucs, les superbes robes de chez Dior, ça lui colle à la peau quelque part. Et quelque part, elle continue à s'amuser de la richesse.
richesse de Sophia Loren, ce sont ses enfants. Ces 2 garçons à qui elle a eu tant de mal à donner la vie. Ses bijoux, on les lui a volés 3 fois, c'est oublié. Mais sa famille, c'est le trésor qu'elle a amassé pendant de longues années de souffrance. Elle leur donne beaucoup. Son emploi du temps est toujours conditionné à Carlo et Eduardo. Parce que vous voyez ces enfants, vous avez très bien élevés. Raymond Vignal. Je me souviens, le plus petit, enfin c'était le plus petit, c'était Carlo. Il avait porté un petit bouquet de fleurs à elle, et puis il lui dit comme ça, en presque romain, vous savez, il y a la langue romani, comme on dit. Il fait comme ça, mappa quanto sei bella. Et c'était tellement bien. On voyait, c'était pas que le mot m'avait appris ça, hein. Ça faisait quand même quelque chose, vous voyez. Alors je crois qu'elle élève ses enfants différents qu'Elisabeth a avec les siennes. Maintenant, c'est plus d'avoir des petits bébés, par exemple. Elle a 2 adolescents à la maison. Louise Vincent. Donc c'est quand même déjà très différent. Hein, la vie se présente différemment. Toutes les femmes le savent. Il y a les études supérieures, il y a ceci, il y a cela. C'est différent d'il y a 10 ans. Sur un immense miroir, dans une salle obscure, Sophia Loren regarde se dérouler le film de sa vie. Ce ne pourrait être qu'une image, mais Sophia vient de tourner effectivement un film tiré de sa biographie. Non seulement c'est une introspection pour la femme, mais c'est aussi une performance pour la comédienne. Elle joue le rôle de sa mère. Il est très significatif que ce retour en arrière, ce flashback sur sa carrière, se situe au moment où la femme, Sophia Loren, fait un retour sur elle-même. Je crois d'ailleurs qu'en faisant ce film, elle a fait plus ample connaissance avec sa mère, en quelque sorte. Louise Vincent, scénariste et amie de Sophia Loren. C'était un peu traumatisant aussi, d'essayer de ressentir, en tant que comédienne, d'essayer de ressentir ce que sa mère avait senti à l'époque. Et puis bon, de jouer son propre rôle, alors là, ça tombait dans le côté introspectif, qui est quand même une facette très très importante chez Sophia, d'essayer de s'approfondir, de s'agrandir, de mûrir. Et bon, une des plus belles femmes du monde, on a tellement l'habitude de dire « sois belle et tais-toi », eh bien, en fait, elle se tait, mais il y a un acheminement intérieur qui est énorme, mais vraiment énorme. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une dame qui a tout fait toute seule, en elle-même. Sophia est à un tournant de sa vie, probablement un des plus importants. Elle se pose les questions qu'aujourd'hui la femme de la rue se pose. Il lui faut remettre en question son statut de vedette internationale, finalement un peu oublié dans l'Olympe du 7e art. Sophia n'est plus la napolitaine qui mangeait des spaghettis, qui s'épanouissait dans les rôles de Mama. Elle a vieilli depuis tous ces films qu'elle a fait justement avec Desica et... enfin au début. Dominique Sanda. Et elle a, donc dans les extraits que j'ai vus à la télévision d'une journée particulière, elle était une femme dans toute sa puissance, une femme de 45 ans. Elle était d'une beauté extraordinaire. C'était une beauté éclatée tout d'un coup. C'est très passionnant d'observer, de toute façon, les femmes en général, et des comédiennes en particulier. Robert Hossein. Et elle portait bien, elle s'assumait bien, je veux dire. C'est la définition d'une comédienne. C'est une comédienne. Sophia est prête à tourner avec un metteur en scène inconnu s'il est bon et si le scénario est intéressant. Mais qui oserait proposer à Madame Loren un rôle sur mesure dans une facture moderne sur un sujet actuel? Être une star, c'est un avantage, mais c'est un énorme inconvénient pour une femme intelligente qui veut aller au-delà. Le sujet, qui est une idée de Carlo Ponti d'ailleurs, le sujet que j'ai écrit, et qui pose des questions très très graves sur la justice des hommes, la justice morale. Louise Vincent. C'est un film violemment contre la violence, si je puis dire, et je crois que c'est un sujet qui est relativement important.
Pour la première fois, elle jouera une femme vraiment moderne, c'est-à-dire ayant un job, étant journaliste, ayant une émission à elle, etc. C'est une femme qui est une veuve, qui élève sa famille en travaillant, qui va au marché et qui fait les courses. Mais c'est un rôle, si ce film se monte et s'il se fait, c'est un rôle qu'elle n'aura pas encore joué. Mais c'est son rôle, en fait, parce que c'est ce qu'elle est dans la vie. Non, Sophia n'est plus une paysanne. Elle s'est faite autre que paysanne. Une star intelligente, c'est un papillon à répétition. Sophia Loren n'est pas prête de faire ses adieux à l'écran. Ce serait une fausse sortie. La foule de ses admirateurs est prête à l'accueillir dans le monde entier. Il est probable que cette foule va grossir considérablement dans les années à venir. De la star naîtra une autre star, comme du chaos est née une étoile. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.